Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le plaidoyer carnivore d'un politologue citoyen très remonté contre la nouvelle tendance au véganisme, idéologie perverse, dit-il, cheval de Troie des biotechnologies. Lui, c'est Paul Ariès, rédacteur en chef du mensuel Les Indignés, militant de la décroissance, partisan de la gratuité, auteur de Lettres ouvertes aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, qui vient de paraître aux éditions Larousse. Mais quelle mouche l'a piqué? En vérité, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Libération animale ou nouveau terroriste, c'était aux éditions Goliath en 2000. Une histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours, c'était chez Max Milo en 2016. Paul Ariès, bonjour. Bonjour. À vos côtés, le romancier Vincent Ravalec, qui restait avec nous, invité de la première partie de l'émission pour le deuxième volume de son Sainte-Croix les Vaches. Restez donc avec nous pour discuter avec vous si vous le souhaitez. Votre livre, Paul Ariès, cette lettre ouverte aux mangeurs de viande, est un cadeau pour les éleveurs réunis en ce moment au Salon de l'Agriculture, un cadeau pour les marchands de viande. Est-ce que vous êtes tombé dans le piège des lobbies pro-viande que vous dénonciez jusqu'ici? Ah, sûrement pas. Mais en fait, l'objectif de cet ouvrage, c'est bien de déculpabiliser à la fois les mangeurs de viande, mais aussi les éleveurs, les ouvriers des abattoirs et les professionnels des métiers de bouche, en leur disant la vraie opposition n'est pas entre d'un côté les protéines animales et d'un autre côté les protéines végétales, mais entre la production industrielle de protéines animales et végétales, et puis par ailleurs le choix d'une agriculture paysanne ou d'un élevage fermier. Ça, c'est le modèle agricole que vous défendez, Paul Ariès? Ah, c'est le modèle agricole que nous sommes nombreux à défendre, puisque nous avons lancé la semaine dernière, via Le Monde, et ça a été repris par de très nombreux sites, un appel pour instituer une journée mondiale de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Et la grande caractéristique de cet événement, parce que c'est un événement politique, c'est que cet appel a fédéré aussi bien des syndicats paysans, la Confédération paysanne, le MEDEF, Nature et Progrès, mais aussi de grandes associations de mangeurs, je préfère dire de mangeurs que de consommateurs, comme les AMAP, comme Slow Food, sans compter, bien sûr, je dirais, toutes les grandes personnalités de l'écologie. En exergue de votre roman, Vincent Ravalec, ces mots de Napoléon, l'agriculture est la base et la force de la prospérité d'un pays. Vous, comme romancier ou comme citoyen, tout simplement, vous défendez le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui? C'est là, je pense que les problèmes que vous soulevez sont extrêmement complexes, touchent à des choses enfin, je veux dire, qui touchent même à notre condition assez absurde d'être humain. Parce que si vous regardez l'être humain, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu s'élever dans la civilisation? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le récit, mais c'est aussi l'entraide. Donc si vous projetez ça dans le temps, vous êtes forcément obligé à un moment donné de considérer l'autre avec bienveillance et en lui donnant un statut qui est un peu le même statut que le vôtre. C'est un peu normal que plus la civilisation croisse, au bout d'un moment qu'on regarde les animaux, qu'on se pose la question en tout cas de quel statut ils ont comme conscience. Mais en vrai, il n'y a pas de solution, parce que moi, j'ai fait beaucoup de méditation, vous voyez, un peu bouddhiste et tout ça. Donc, on se dit, mais oui, ces pauvres êtres vivants autour de nous, mais on est bourré d'acariens, je veux dire, c'est le gazon sur lequel on marche, c'est aussi des êtres vivants, les végétaux ont une proprioception. Donc, finalement, c'est un problème absurde, quoi. Je veux dire, on ne peut pas... et ça, ce que soulève le fait de ne pas manger ou de manger de la viande, il y a déjà, je pense, cette question philosophique qui se pose à nous. Et puis après, je veux dire, c'est d'une complexité, ce que vous soulevez très bien dans votre livre. Moi, ça fait 30 ans que je mange pas de viande. Hein. Je suis pas un vegan pur et dur, mais je mange pas de viande parce que je trouve que la viande est dégueulasse et que j'ai pas envie de bouffer de la merde qui a été élevée comme... Non, mais je veux dire que j'ai fait un film dans des abattoirs, en fait, il y a 30 ans. Hein. Donc, j'ai vu comment étaient élevés les animaux, comment ils étaient tués. Honnêtement, c'est dégoûtant, quoi. J'ai pas envie de me remplir de ça. Mais en vrai, je veux dire, tout ce qu'on achète dans les supermarchés, les œufs, j'ai appris il y a pas longtemps comment les œufs étaient faits. C'est aussi ignoble. Donc, en tant que citoyen et en tant que personne, je sais pas du tout quoi faire. Alors, on retient surtout de la visite présidentielle au salon de l'agriculture qu'Emmanuel Macron a battu tous les records, qu'il y est resté très longtemps. Mais ce qu'on sait pas, ou un peu moins, c'est ce que lui a retenu de cette confrontation avec les paysans en détresse pour certains, ou les gagnants de ce modèle agricole. Il a rappelé et appelé à réinventer la politique agricole commune pour défendre la souveraineté alimentaire de l'Europe. Et puis il a aussi, au détour d'un stand, dégusté un petit bout de rumsteak et confirmé qu'il était consommateur de viande. Macron carnivore, nous dit l'AFP, mais il trouve que les flexitariens, je ne sais pas ce que c'est, Paul Ariès, vous allez nous aider à comprendre, porte un message intelligent selon lui. Alors, qui sont ces flexitariens?
Les flexitariens, ce sont des gens qui, comme moi, mangent moins de viande, mais peut-être pour pouvoir en manger mieux. En fait, il y a Réduisent leur consommation de protéines animales. Mais non, surtout pense au type d'élevage, c'est-à-dire dans telles conditions a-t-on produit ces protéines. Je crois que le fait de manger ou de ne pas manger de la viande est un choix légitime, tant qu'il reste individuel, qu'il ait, je dirais, une assise philosophique, politique ou éthique. Là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on estime qu'il faudrait démanteler totalement l'industrie de la viande, lorsqu'il faudrait imposer le choix de devenir végan. Parce que les arguments qui sont avancés par le mouvement végan, je dirais, sont totalement à côté de la plaque. Les végans nous disent, par exemple, que c'est parce qu'on mangerait de la viande qu'il y aurait le phénomène de la faim dans le monde. Et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, un humain sur 8 ne mange pas à sa faim. Mais je dirais que ce n'est pas à cause d'un régime alimentaire, c'est à cause d'un système économique. C'est-à-dire c'est en raison du pillage des terres, de la privatisation du vivant, du gaspillage alimentaire. 36% de ce qui est produit qui est gaspillé. Ces mêmes végans nous disent que l'élevage serait responsable du réchauffement climatique. Mais tout dépend de l'élevage. Si on parle effectivement de l'élevage industriel, ils ont raison. Mais une prairie avec ses vaches, c'est pas un puits, mais une source de carbone. Puisque chaque année, par hectare, on arrive à accumuler, à assimiler dans la terre 1,5 tonnes de CO2. Et puis, les mêmes végans nous disent que l'élevage serait responsable de la crise d'accès sur l'eau potable. Et on avance toujours le même chiffre. Pour faire 1 kilo de blé, il faudrait consommer 100 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faudrait 15 000 litres d'eau. Mais je dirais, on confond 3 eaux différentes. On a déjà 3% de ces 15 000 litres d'eau qui est l'eau réellement consommée par les animaux. On a encore 3 autres pourcents qui correspondent à l'eau nécessaire pour l'assainissement des installations. Et puis on a tout le reste, 94% de l'eau, qui est l'eau qui reste dans les prairies, qui est l'eau de pluie. C'est-à-dire que les solutions que prônent les végans, si on devait les généraliser à l'échelle de l'humanité, eh bien, je dirais, ça ne fonctionnerait pas. Et l'alimentation végane est une alimentation famineuse. Parce que la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit précisément la terre, tout ce qui détruit l'humus. Donc bonne question mais mauvaise réponse pour vous qui est soulevée aujourd'hui, celle quand même des ressources limitées ou illimitées de la planète avec une démographie, une population mondiale en augmentation et de savoir comment on va nourrir demain toutes ces bouches. Mais je dirais que surtout mauvaise réponse parce que le débat sur le véganisme se produit dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire ce contexte où la grande industrie a choisi de développer le secteur des fausses viandes, du faux fromage et du faux lait. C'est-à-dire des viandes fabriquées à partir de cellules souches. Et derrière, je dirais, cette tendance, on trouve les firmes les plus importantes à l'échelle mondiale. C'est pas étonnant que les grands patrons réunis il y a quelques semaines au Forum économique de Davos ont appelé le petit peuple à manger moins de viande. Et je dirais qu'on a notamment un consortium qui s'est créé à l'inspiration du principal financier européen, Jérémy Kohler. Ce consortium, il pèse 2,6 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars. Et leur objectif, eux, c'est tout simplement de vider les campagnes. Et moi, si je suis anti-végan, c'est d'abord pour défendre, je dirais, le droit à l'existence d'1,2 milliard de petits paysans. Donc, il n'est peut-être pas anodin que le président de la République, au Salon de l'Agriculture, ait choisi ce terme de flexitarien et non pas celui de végan, vegan, qui est le plus tendance ou le plus actuel aujourd'hui. L'an dernier, d'ailleurs, quand il était au Salon de l'Agriculture, des militants de l'association pro-vegan 269 pour la libération de l'animal l'avaient interpellé. Et parmi leurs slogans, il y avait « Nous ne voulons pas de cette tradition qui fait 3 millions de victimes par jour et qu'on appelle l'élevage » ou encore « Débarrassons notre agriculture de cette exploitation animale ». Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un des cofondateurs de ce mouvement pour la défense des droits des animaux. Il s'appelle Alex et il revenait à ce moment-là pour Le Point sur un marquage au fer rouge qu'il avait expliqué. Je me suis fait marquer au fer rouge lors d'une action qu'on avait organisée pour
un événement mondial du mouvement 269 Life qui a eu lieu le 26 septembre 2013. Donc 26 septembre, 26-9 pour 269, qui est le numéro d'un veau qui était pris comme emblème, une emblème anonyme dans une ferme de Tel Aviv. Le matador est venu avec le fer rouge, me l'a posé comme s'il m'enfonçait une banderille dans le dos, donc avec le numéro 269, le numéro de ce veau de la ferme israélienne. En fait, dans mon armoire, il y a tout sauf des matières d'origine animale. Donc le cuir, bien évidemment, la fourrure, bien entendu. Il n'y a pas de laine également. Et puis aucun produit tissé avec des poils animaux comme l'angora, le cachemire et compagnie. Et pas de soie non plus. Quand vous commencez à être meilleur, mis à part avoir une maladie psychiatrique, vous voulez pas redevenir pire. Voilà, témoignage d'Alexandre, cofondateur ou militant du mouvement 269. Quelle cause défendent-ils ces associations Paul Ariès, qui ont été d'ailleurs expulsées manu militari par les éleveurs quand ils ont manifesté et fait entendre leur slogan au président de la République l'an passé, c'est de bonne guerre direz-vous, mais pourquoi? En quoi ils se trompent d'ennemis dans la cause qu'ils défendent? Ils se trompent déjà, je dirais tout simplement au niveau des faits. Lorsqu'ils pensent supprimer la souffrance animale en ne mangeant plus d'animaux, je dirais, ils oublient que pour pouvoir manger des salades, et ça tout bon jardinier le sait, il faut avoir éliminé les limaces. Ils oublient que pour pouvoir manger des pommes de terre, il faut avoir sacrifié des dorifores. Ils oublient que le principal hécatombe aujourd'hui concerne les vers de terre. Les vers de terre, c'est plus de 70% de la masse que représente l'ensemble des animaux. Et puis, ils oublient tout simplement que l'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Mais ce ne sont, bien sûr, pas les mêmes. Donc, ils se trompent, je dirais, au niveau du combat qu'ils prétendent mener. Et puis, je crois surtout que le véganisme, c'est le cheval de Troie d'un courant philosophique qu'on appelle l'antispécisme. L'antispécisme, c'est ce courant qui est fondé sur la thèse de l'égalité animale. Mon frère ver de terre, ça peut sembler très sympathique, mais il suffit de regarder ce que dit le pape de ce courant, Peter Singer, considéré comme le philosophe le plus important de notre période. Peter Singer nous dit qu'un jeune chiot valide serait plus digne d'intérêt qu'un grand handicapé, qu'un vieillard sénile ou qu'un jeune nourrisson. Eh bien moi, si je suis anti-végan et anti-antispéciste, c'est d'abord pour défendre l'unité du genre humain. Et puis, je dirais, les végans honnêtes, parce qu'il y en a beaucoup, les végans généreux reconnaissent volontiers que la prédation humaine, c'est-à-dire notre alimentation carnée, n'est qu'une goutte d'eau dans l'ensemble de la prédation. Et donc, ce qu'ils préconisent, c'est de modifier génétiquement les espèces animales pour supprimer les espèces prédatrices, voire de les supprimer. Eh bien là encore, si je suis anti-végan, c'est pour défendre le droit à la vie, non seulement des animaux d'élevage, mais pour défendre le droit à la vie des animaux sauvages et des animaux domestiques. C'est-à-dire pour défendre tout simplement la biodiversité. Parce qu'il y a une sorte, je dirais, de contresens. On croit toujours que les végans seraient des écolos, et même des super écolos. Mais je dirais, les principaux théoriciens du véganisme nous le disent. Ils haïssent l'écologie et les écologistes. C'est-à-dire, les catégories de pensée ne sont pas les mêmes. Du côté de l'écologie, on pense en termes d'espèces, on pense en termes de biodiversité, on pense en termes de droit de la nature et de la terre. Du point de vue du véganisme et de l'antispécisme, on pense en termes d'individus, humains ou non humains. On nous dit que la biodiversité n'est pas en soi une richesse. Et puis on pense en termes de droits des animaux, de droits individuels des animaux. Et donc on est vraiment sur deux postures totalement différentes. Alors, comme ce que vous venez de citer du philosophe, penseur Peter Singer va paraître un peu extravagant, je vous propose qu'on l'écoute. Il était l'invité de cette émission à votre place il y a un an environ, s'exprimer sur cette question-là et écouter son analyse, la manière dont il formule en tout cas cette idée.
On pourrait argumenter que quand on arrive à la mort ou au fait de tuer, un être qui est capable de penser à son avenir, à son futur, a plus de choses en enjeu qu'un être qui n'a pas de possibilité de penser au futur, à l'avenir. Ça signifie que des êtres humains normaux, au-delà de l'enfance, ont cette capacité que les animaux non humains n'ont pas. C'est pour cela que si c'était une question de vie ou de mort, il serait raisonnable de choisir de tuer l'animal plutôt qu'un être humain. Mais ce n'est pas une question d'espèce, c'est une question de capacité. Si, par exemple, vous aviez le choix entre tuer un chimpanzé et un être humain avec un cerveau très endommagé, qui ne pourrait plus jamais être conscient ou qui ne pourrait plus jamais jouir de la vie, je ne pense pas qu'il faudrait préférer l'être humain. Je pense que l'être humain aura moins à perdre que le chimpanzé vivant. Un des théoriciens de l'antispécisme aujourd'hui, Peter Singer, vous vous rappelez, Paul Ariès, que ce mouvement, celui du végétarisme, du véganisme, a quand même une longue histoire que vous reprenez par le menu. Où est-il né? Dans quel cercle intellectuel aussi? Je dirais que le végétarisme dans l'histoire a été une idéologie bonne à tout faire, qui a à la fois alimenté, je dirais, le meilleur. Par exemple, on trouve dans l'encyclopédie de Diderot l'idée qu'il ne faut plus manger de la viande, parce que si on perd l'habitude de tuer des animaux, on se déshabituera de toute violence. Malheureusement, l'histoire nous a montré que c'était pas aussi simple. Et puis, le végétarisme était aussi très positif, fin 19e siècle, lorsqu'il était porté par des courants anarchistes. Mais c'est pas ce végétarisme-là qui l'a emporté au 20e siècle, c'est plutôt celui des frères Kellogg. C'est-à-dire, tout simplement, d'un vieux fond religieux qui combattait à la fois la consommation de viande, de tabac, d'alcool, mais aussi de sexe. On nous disait pas plus d'un rapport intime par mois. Et je dirais que le véganisme aujourd'hui, finalement, c'est une nouvelle idéologie politique qui entend, je crois, saper ce qui constitue les barrières entre les espèces et remettre en cause l'humanisme. Et puis cet antispécisme aussi se développe autant, c'est aussi parce qu'il est en lien avec le courant du transhumanisme, c'est-à-dire avec cette idée qu'il faudrait non simplement aller vers des animaux augmentés, éventuellement en supprimant la capacité à souffrir, mais qu'il faudrait aussi augmenter l'humanité. C'est-à-dire que c'est globalement tout ce qui m'horrifie, tout ce qui me fait peur aujourd'hui. Vincent Ravalec vous écoute avec attention. Une question? Non, écoutez, j'ai pas de question. Là, je dois dire que je botte un peu en touche. Pour moi, là, je vous dis, c'est des problèmes qui touchent à des choses tellement complexes. J'ai du mal à avoir un avis qui soit pertinent et même une question intéressante. Je crois que c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, c'est vrai que je mange pas de viande. J'ai l'impression que ça me convient mieux. Je mange des spaghettis et des œufs et du fromage. Mais vous n'en faites pas un acte politique. J'en fais pas un acte politique. C'est vrai qu'au début, je l'ai fait un petit peu par choix parce que j'ai du mal à m'investir justement dans des grands mouvements. Et que c'était. Alors moi, ce que j'ai toujours entendu dire, mais j'ai l'impression que vous infirmez ça, c'est que le fait de ne pas manger de viande, si personne aujourd'hui ne mangeait de viande, il y aurait des équilibres tout de même qui seraient plus faciles à réguler, notamment des équilibres énergétiques, parce que la consommation de viande, comme vous le disiez, mais a priori, dans ce que vous dites, c'est faux. Alors, nous sommes nombreux à penser que c'est totalement faux. C'est-à-dire déjà, il ne faudrait pas penser en termes de viande au singulier, ou de fromage ou de lait au singulier, mais toujours au pluriel. C'est-à-dire savoir comment a été élevés ces animaux. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, parce que je fais aussi des films, et je fais des films en réalité virtuelle pour l'industrie agricole. Donc, ce qui n'a rien à voir avec Sainte-Croix-les-Vaches, mais ça a été concomitant. Or, tous les agriculteurs, moi j'ai vu des agriculteurs, si on n'a pas un certain type de production, on ne peut pas nourrir tout le monde. Il y a tout de même une équation là qui est quasiment insoluble. Moi je suis allé chez des agriculteurs, putain, c'est les pesticides, c'est bourré partout, mais s'ils mettent pas les pesticides, ils ne produisent pas suffisamment alors, quelle est votre réponse? Mais vous avez raison, c'est-à-dire que le système industriel agricole actuel est incapable de nourrir toute l'humanité. Et je dirais que le système d'élevage industriel est une monstruosité, non seulement pour les animaux, pour les éleveurs, pour les ouvriers des abattoirs, pour les mangeurs et pour la terre. Je dirais, il faut savoir qu'aujourd'hui, 18% à 50% du chiffre d'affaires est perdu à travers les épisodies.
Il faut savoir que la maladie de la vache folle, c'était plus de 1200 milliards de dollars. Donc c'est un système industriel qui nous conduit dans le mur. Alors les lobbies de la viande ont voulu dans un premier temps nous faire manger de la viande clonée. Mais les consommateurs, avec raison, n'en ont pas voulu. D'où le coup de génie de leur point de vue aujourd'hui, qui est de passer à ce domaine de ce qu'on appelle la fausse viande, c'est-à-dire la viande cellulaire, fabriquée à partir de cellules souches. Alors, on y va vers la viande artificielle avec vous, Paul Ariès. C'est un autre marché qui est en train de s'envoler aujourd'hui, de se développer en tout cas sacrément, celui des biotechnologies alimentaires. Je vous propose d'écouter un extrait du clip promotionnel pour le recrutement de Memphis Meats. C'est une entreprise qui est en train d'inventer cette viande artificielle de demain grâce aux investissements de poids lourds de la finance et de l'économie comme Bill Gates et Richard Branson. Je crois que c'est incroyablement motivant de savoir que ce que vous faites va avoir un impact positif sur le monde. On travaille pour une équipe qui va changer le monde. Certains s'y intéressent d'un point de vue environnemental, d'autres s'intéressent au bien-être animal, d'autres encore à l'accès et à la sécurité alimentaire. Nous avons des véganes et des végétariens, et nous avons aussi des viandards purs et durs, d'autres qui sont entre les deux. Et tout le monde est le bienvenu, parce que tout le monde est uni autour du même but, qui est de faire de la viande propre une réalité. Si on peut produire de la viande à partir de cellules animales, plutôt qu'à partir des animaux eux-mêmes, on peut économiser les ressources pour produire notre alimentation. Si vous aimez manger, si vous aimez la science, si vous aimez la technique, si vous aimez donner un sens à votre travail et que vous avez tout ça réuni pour permettre de nourrir le monde, alors Memphis Meats est l'endroit idéal. Bon, c'est pas totalement pour demain parce que pour l'instant, la viande est encore artificielle. Aux viandes propres est encore un peu chère. Il faudra attendre encore un tout petit peu pour l'avoir dans nos assiettes, mais ça se développe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas se dire, face à cela, Paul Ariès, que quand un secteur comme celui de l'élevage, de l'agriculture périclite, un autre va se développer, industriel, peut-être plus artificiel, mais ça peut s'équilibrer. Mais vous avez raison, je dirais le grand enjeu est bien là. C'est-à-dire qu'on sait que le modèle en place va dans le mur. Donc quelle va être l'alternative? Est-ce que ça va être d'ici 2 décennies, parce que c'est l'horizon qu'on nous donne, ce secteur des fausses viandes? Ou est-ce que ça va être ce que moi j'appelle avec beaucoup d'autres, le retour à une agriculture paysanne, à un élevage fermier? C'est-à-dire qu'on a le choix. Est-ce qu'on pense nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains avec 400 000 agro-managers? Ou est-ce qu'on mise plutôt sur 1,5 milliard de petits paysans? Et puis ne nous l'aurons pas. Après avoir, je dirais, supprimé l'élevage au nom de la souffrance animale, ce qu'on va effectivement mettre en cause, c'est l'agriculture, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que l'agriculture tue autant d'animaux et autant responsable de souffrance. Et puis on aura toujours des bons arguments en nous disant que ça permettra de laisser davantage de terre pour d'autres activités, pourquoi pas pour construire des golfs. Non, je crois qu'il faut redevenir raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de penser une transition écologique, mais elle ne peut pas être du côté d'une fuite en avant vers les biotechnologies. Elle peut être simplement dans le fait, je dirais, de redevenir pleinement des mangeurs. Et pour redevenir pleinement des mangeurs, il faut avoir conscience qu'on vit aujourd'hui une double révolution de la table. La première révolution, c'est celle du contenu de nos assiettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mangera demain matin? Alors, il y a un débat entre experts pour savoir si le taux de renouvellement va être de 70% ou presque 100%. Ce qui est certain, c'est que ça va être beaucoup. Alors, ces nouveaux produits, c'est quoi? C'est bien sûr les OGM, les aliments restructurés, cette viande clonée. Mais je dirais à côté de cette première révolution de la table, il y en a une deuxième qui, à mes yeux, est tout aussi importante. C'est tout simplement le rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que manger veut dire? Et aujourd'hui, le maître mot de cette deuxième révolution, c'est la déstructuration de la table. Le fait qu'on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Et j'ajouterais même au regard de l'histoire, avec n'importe qui. Moi, je suis convaincu qu'il faut reconsidérer notre table comme un langage. Il faut lui redonner une dimension symbolique. Manger chinois, par exemple, c'est pas simplement manger du riz avec des baguettes. C'est savoir
savoir que chaque plat, de par sa consistance, de par sa forme, de par son mode de cuisson, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, faut obligatoirement manger des mets arrondis parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut offrir des mets allongés parce que c'est une promesse de longévité. C'est-à-dire qu'il faut rendre cette dimension humaine, il faut rendre, cette dimension symbolique et rituelle à la table si l'on veut tout simplement être à même de réussir la transition écologique. Alors après une histoire politique de l'alimentation, vous êtes visiblement en train de préparer l'histoire culturelle de l'alimentation. Paul Ariès, j'en reviens aux questions de bon sens que soulevait aussi Vincent Ravalec tout à l'heure, et beaucoup sont dans votre situation, Vincent Ravalec. On voit que le véganisme ou le végétalisme est aussi en train de progresser. L'an passé, on a pu lire dans plusieurs magazines, 2019, année du végétalisme. Alors c'est un peu biaisé parce que ça partait notamment d'une étude réalisée par Uber Eats, le service de livraison de la plateforme, sur la base des commandes, des plats privilégiés par ses clients qui permettaient de définir les tendances alimentaires. Là, vous allez me dire qui se sert de Uber, les bobos. Voilà, ça ne parle pas à l'ensemble de la population. Mais au-delà de ça, pourquoi cette tendance au véganisme? Peut-être simplement parce qu'il y a un rejet qui se nourrit aujourd'hui envers toute une partie de l'alimentation industrielle dont on ne connaît pas exactement l'origine. Est-ce que le fait que ce concept, cette idée se développe pour vous deux, c'est pas aussi le reflet de l'époque dans laquelle on vit? Paul Ariès. Mais c'est évident, c'est-à-dire que si le véganisme arrive aujourd'hui à se développer aussi vite, c'est un phénomène avant tout urbain. C'est un phénomène de bobo, sans même mettre de contenu péjoratif. C'est parce que nous avons perdu le rapport avec la nature. Et je dirais même que les consommateurs de viande aujourd'hui sont habitués à ce que j'appellerais une viande euphémisée. C'est-à-dire une viande qui ne ressemble plus réellement à de la viande, qu'il s'agisse d'une viande hachée, qu'il s'agisse d'une viande privée de ses exsudats, c'est-à-dire la présence du sang. C'est-à-dire que oui, moi je défends, je dirais y compris notre propre animalité. Et je défends l'animalité dans la société. La pire des choses, ça serait d'aller vers un monde sans animaux. Ça serait d'aller vers un monde complètement aseptisé. Lorsqu'un certain nombre de théoriciens végans antispécistes disent qu'il est quand même amoral d'accepter que les grands poissons continuent à manger les petits et qu'ils prônent de vider les océans, je dis non simplement ce sont des professeurs foldingues, mais ils jouent ici un jeu particulièrement dangereux. Je crois qu'il y a véritablement la nécessité de redevenir responsable. Et cette idéologie végane, elle se développe dans les pays du Nord, dans les nations opulentes. Très très franchement, si l'internationale paysanne Via Campesina est totalement opposée à cette idéologie, c'est pas par hasard, c'est parce on sait très bien que les premières victimes, ça seraient les pays du Sud et notamment les petits paysans. Mais vous évoquez souvent les mouvements ou les utopies les plus radicales de cette philosophie. Il y a aussi eu beaucoup d'images qui ont été transmises et révélées ces dernières années, notamment celles des pratiques en cours dans certains abattoirs qui ne laissent pas indifférents et que vous incluez, j'imagine, Paul Ariès, à votre réflexion. C'est pas toute la cause animale qu'il faut rayer d'un trait. Il y a des progrès à faire aussi. Mais moi, de je ce suis un côté-là. protecteur des animaux. Et je dirais que les associations véganes qui ont démontré par l'image la monstruosité de ce qui se fait, de ce qui se produit dans les abattoirs, ont raison. Mais je dirais que c'est à la fois les ouvriers des abattoirs qui en sont victimes de ce caractère déshumanisé, mais aussi les animaux. Et puis, je crois surtout qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé, voire la salle de bain avec l'eau sale. Il s'agit tout simplement d'imposer des pratiques d'élevage, des pratiques d'abattage qui soient respectueuses. Et c'est la raison pour laquelle moi, je défends le mouvement pour les abattages à la ferme. Les abattages sur place, c'est le nom d'un collectif. Le slogan est effectivement vivre, grandir, vivre et mourir sur place. Je dirais que c'est la meilleure façon aussi pour favoriser je dirais l'élevage de proximité. Et le grand enjeu, si on veut arriver à nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains, ça va être avant tout de combattre, je dirais, le phénomène de globalisation et de relocaliser. Et on relocalise beaucoup plus facilement l'élevage que l'agriculture parce que l'essentiel des terres émergées sont impropres à l'agriculture, soit parce que, je dirais, elles sont dans un secteur trop chaud ou trop froid, trop humide ou trop sec. Donc, le prototype même de la ferme écologique, c'est une ferme polyvalente.
C'est-à-dire une ferme qui produit à la fois des légumes, des fruits, de la viande, du lait, mais aussi, de surcroît, de la bonne terre, de l'humus. Vincent Ravallec. Écoutez, là, encore une fois, je suis vraiment confus. J'ai pas grand-chose à dire. Je suis admiratif que vous ayez des solutions aussi précises sur ces problèmes-là qui me semblent tout de même assez ardus, quoi. J'entends tout à fait ce que vous dites. Je crois qu'il y a tout de même une évidence, c'est que c'est vrai qu'à partir du moment où on a bouleversé l'écosystème, où il n'y a plus cette proximité, il y a une anecdote que je mets dans le premier tome de Sainte-Croix-les-Vaches qui m'a beaucoup touché en fait. Quand j'ai fait des repérages, j'ai été dans l'Aubrac et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle André Valadier, qui est un type vraiment formidable, qui a connu en fait toute l'évolution de l'agriculture et qui m'a raconté lui comment il a vu l'arrivée du tracteur. En fait, l'arrivée du tracteur a été un bouleversement qu'on ne réalise pas dans les campagnes. Et il avait une proximité avec les éleveurs à cette époque-là, avec une proximité avec le bœuf de l'Aubrac. Il m'a raconté cette anecdote, moi à chaque fois qui me fait presque monter les larmes aux yeux, c'est quand son grand-père est décédé, en fait, il a demandé il était au premier étage de sa maison, il a demandé à ce qu'on ouvre la fenêtre, de rassembler le troupeau, que tout le monde s'en aille. Il est mort comme ça, quoi. Et je pense que quand on a ce rapport-là avec ces bêtes et ces animaux, je crois que la question de savoir si on tue et si on mange ces bêtes, à vrai dire, ne se pose pas, parce qu'on est dans une telle relation, je sais même pas de fraternité, mais enfin un écosystème qui est tellement évident. Et c'est vrai que c'est très loin tout de même de ces abattoirs où il y a des bœufs et des animaux qui sont mis comme des choses, quoi. Je veux dire. Et je crois que c'est aussi normal qu'on soit aussi choqué par ça et qu'il y ait une... Enfin, moi, en tout cas, effectivement, en tant que bobo, assez loin de ça, qu'à un moment, je me dise, j'ai pas trop envie de manger ce steak qui a été fabriqué de cette façon, quoi. Ça me semble aussi pas idiot d'avoir ce type de réaction, quoi. Mais l'histoire que vous racontez est à la fois, je dirais, très belle et très vraie. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis furieux lorsque j'entends Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, qui est devenue une des militantes essentielles de ce qu'elle appelle la cause animale, dire qu'il est scandaleux qu'on utilise encore dans les pays du Sud des animaux de trait. Combien y a-t-il de tracteurs à l'échelle planétaire? 26 millions. C'est-à-dire, effectivement, la paysannerie que je défends, c'est celle que vous évoquiez avec la figure de votre grand-père. Et cette paysannerie-là, je dirais, elle maltraitait pas ces animaux, elle vivait, mais de façon très intime. Et d'ailleurs, les végans se trompent lorsqu'ils croient que l'on aurait domestiqué les animaux parce qu'on se serait cru supérieur. C'est-à-dire qu'ils prennent au sérieux la fameuse parabole de la Bible. Non, je veux dire, si on a commencé à domestiquer les animaux, c'était pas d'ailleurs pour manger de la viande, parce que la chasse était beaucoup plus efficace, c'était d'abord pour avoir des biens de prestige, pour avoir des animaux de compagnie, et puis tout simplement pour pouvoir éliminer un certain nombre de parasites ou de petites bêtes comme les souris qui venaient manger les graines. Je dirais que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours établi des droits, je dirais, on a toujours établi des relations essentielles avec les animaux. C'est ce qu'il faut refaire parce que nous devons inventer pour le 21e siècle un monde dans lequel les animaux aient pleinement leur place. Merci beaucoup à vous, Paul Ariès. Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions Larousse. Merci mille fois à vous, Vincent Ravallec, d'avoir passé ces 2 demi-heures avec nous. Le retour d'Horace, c'est le titre de ce volume 2 de votre saga rurale Sainte-Croix-les-Vaches qui vient de paraître, le volume 2, chez Fayard. Et on attend le 3e pour l'année prochaine. C'est à peu près le rythme. Sur l'agriculture tous les ans. Je fais la rentrée agricole. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.